On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, qu'un simple trajet Uber, qu'une livraison, qu'un détour, ce sont des banalités du quotidien. Mais parfois, ce quotidien se déforme. Parfois, on monte dans la mauvaise voiture, on ouvre la mauvaise porte, et ce qui devait être un moment ordinaire devient un cauchemar. Bienvenue dans La Nuit appartient aux ombres, une série d'histoires vraies et fictionnelles inspirées de témoignages terrifiants. Accrochez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de vérifier qui conduit. Le passager de minuit. C'était à l'automne 2020. Le monde entier était encore secoué par les secousses chaotiques de la pandémie, et moi, comme tant d'autres, je tentais de survivre. Licencié brutalement de mon emploi en boutique, j'avais trouvé refuge dans la conduite pour Uber, une solution temporaire devenue rapidement un moyen quotidien de subsistance. Les nuits, surtout les vendredis, étaient mon territoire. Il y avait quelque chose de presque apaisant dans le silence d'une ville assoupie, mais ces heures-là attiraient aussi leur lot d'étrangeté. Des clients ivres aux conversations surréalistes, j'en avais vu de toutes les couleurs. Pourtant rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce que j'allais vivre cette nuit-là. Il était un peu passé minuit lorsque je déposais un passager dans un hôtel en périphérie de la ville. À peine avais-je relâché le frein que mon application émit un ping. Une nouvelle course. L'adresse de prise en charge pointée devant un bowling niché dans un vieux centre commercial à moitié désert. Rien d'inhabituel à première vue. Le nom affiché était Derek. J'acceptais la course. Quelques minutes plus tard, j'arrivais sur place. Le parking baignait dans une lumière terne et froide, émanant de vieux lampadaires. Aucun véhicule, aucun mouvement. Le bowling était manifestement fermé. Mais là, sous l'un des réverbères fatigués, se tenait un homme. Il portait un sweat à capuche gris, un jean simple, et restait figé, les mains dans les poches, la tête penchée vers ses chaussures. Grand, peut-être 1,88 m, il ne bougeait pas. Je ralentis, baissai ma vitre. « Derek ?» demandai-je. Il releva lentement la tête, hocha brièvement, puis s'approcha sans dire un mot. Il s'installa à l'arrière, directement derrière moi. Son odeur était neutre, pas d'alcool, pas de drogue. Juste une présence pesante. Je lançai le trajet et lui demandai si l'adresse indiquée dans l'application, un quartier résidentiel inconnu pour moi, était correcte. Oui, c'est ça. Sa voix était calme, presque éteinte, plate. Il ne semblait pas triste, ni hostile, juste vide. Je mis le véhicule en mouvement. Pendant les 5 ou 6 premières minutes, il ne dit pas un mot. Je le regardais à plusieurs reprises dans le rétroviseur. À chaque fois, il fixait l'arrière de ma tête, immobile, les yeux grands ouverts. Pas de téléphone, pas de regard vers l'extérieur. Juste moi. Pour briser le silence étouffant, je tentai une question. « La soirée s'est bien passée ?» Il mit un temps à répondre, puis dit simplement « Je devais partir de là-bas. » De où ça, peu importe. Je compris qu'il ne voulait pas en dire plus. Alors je me tus. Le trajet se poursuivit dans un silence oppressant. Après une quinzaine de minutes, les rues se firent plus sombres. Les lampadaires se faisaient rares. Les maisons plus espacées, dissimulées derrière des arbres et des clôtures rouillées. L'adresse approchait. Soudain, sa voix brisa le silence. « En fait, peux-tu tourner dans cette allée-là » Il désignait une vieille maison à droite. Aucun éclairage. Le terrain était envahi de mauvaises herbes, la peinture de la façade s'écaillait, le bois semblait moisi. Il n'y avait pas de voiture. L'endroit semblait abandonné. « C'est chez toi » demandai-je hésitant. « Garde-toi là. » Contre ma meilleure intuition, je me garai lentement dans l'allée. Je mis le véhicule au point mort, prêt à bondir si nécessaire. Il ne bougea pas. « Tout va bien » demandai-je. Il fixait la façade de la maison. « Attends ici ». Puis il sortit, referma doucement la portière et se dirigea non pas vers la porte d'entrée, mais vers le côté de la maison, disparaissant derrière la structure. Je restais seul dans la voiture, le moteur ronronnant doucement. 2 minutes, puis 3, je commençais à transpirer. Quelque chose clochait. Mon instinct me hurlait de partir, mais je ne voulais pas être sanctionné par l'application pour avoir annulé un trajet. Finalement, je mis fin manuellement au trajet. Je basculais la voiture en marche arrière, prêt à quitter les lieux, mais avant même que je ne puisse reculer, il réapparut.
Il marchait d'un pas rapide vers la voiture, visiblement agité, les mains vides, les traits tendus comme si quelque chose venait de le déranger ou de l'exciter. Je déverrouillai les portes malgré moi, sans savoir pourquoi. Il grimpa à l'arrière, sans même me regarder, et lança d'une voix ferme « Conduis-moi à l'autre endroit ». « Quel autre endroit ?» demandai-je, les mains moites sur le volant. « Conduis, je te dirai, tu dois l'entrer dans l'application. » Il me fixa dans le rétroviseur sans répondre. Je répétais, plus fermement, « Je ne peux pas démarrer si ce n'est pas dans l'appli. » Un silence, puis il souffla, « Ramène-moi là où tu m'as pris. » Je capitulais. L'ambiance dans la voiture était devenue irrespirable. Chaque seconde me semblait une heure. Je sentais son regard me brûler la nuque. Pour détendre l'atmosphère, je tentais un sourire nerveux. « Soirée difficile, hein ?» Il répondit d'un ton glacial. « On peut dire ça? Tout va bien? » « Pas encore. » Je ne posais plus de questions. Nous revoilà devant le bowling désert, le même réverbère, la même obscurité. J'allais lui dire que nous étions arrivés quand il se pencha vers l'avant et murmura « Tu t'es déjà demandé comment tu allais mourir ?» Un frisson me traversa la colonne vertébrale. Je ris, un rire sec et malaisé. Ce n'est pas vraiment le genre de truc auquel je pense. Il ne répondit rien, se contenta de se redresser, de s'adoser, les yeux fixés vers l'avant. Après un long silence, il dit « Moi j'y pense tout le temps ». Puis il ouvrit la portière. Il resta là immobile, à moitié dehors, à me fixer. Et il lâcha d'une voix étrangement paisible « Ce soir tu as pris la mauvaise personne ». Il claqua la porte et s'enfonça dans l'ombre, derrière le bowling, sans jamais se retourner. Je restais là, pétrifié, incapable de bouger. Mon souffle était saccadé, mes mains tremblaient. Quand je retrouvai enfin l'usage de mes jambes, je pris la route du retour, les yeux rivés au rétroviseur. De retour chez moi, je consultais les détails du trajet. Et là, le nom du passager avait disparu. Plus de Derek, plus de photos, plus de traces du trajet. Rien, c'était comme si cette course n'avait jamais existé. J'appelais le support Uber. On me répondit que parfois, en cas de crash de l'application ou d'annulation en cours de route, certaines données pouvaient disparaître. Mais je sais ce que j'ai vu, je sais que j'ai compris la course, que cet homme est monté dans ma voiture, qu'il m'a dit ce qu'il m'a dit. Tu as pris la mauvaise personne ce soir. Je ne l'ai jamais revu, et j'espère de tout mon cœur que ça restera ainsi. Mais chaque fois qu'un nouveau client m'attend dans une ruelle sombre, ou qu'un passager silencieux s'installe à l'arrière sans dire un mot, je ressens à nouveau ce poids, ce froid dans le ventre, et je me demande ce qu'il voulait dire. Et s'il a fini par trouver la bonne voiture, Le silence de Chris. Cela s'est produit en 2000. À ce moment-là, je conduisais pour Uber à temps plein. Ma ville, prisée par les touristes en période estivale, offrait des opportunités intéressantes à ceux qui, comme moi, savaient optimiser leurs horaires. Je travaillais principalement de nuit, moins de circulation. Des pourboires plus généreux, surtout de la part de clients éméchés regagnant leur domicile depuis les bars du centre. Ce samedi soir semblait comme les autres. Il était 1h30 du matin. Je venais de déposer un groupe d'étudiants bruyants, incapables de se taire pendant tout le trajet. Le genre d'ambiance qui vous laisse les oreilles sifflantes et l'esprit vidé. Alors quand une nouvelle course s'afficha sur l'appli, avec un nom sobre Chris et un point de départ situé sur une petite rue latérale du centre-ville, j'étais soulagé. Un client plus calme, espérais-je. L'emplacement me parut étrange, ce n'était ni près d'un bar, ni d'un immeuble résidentiel. Plutôt à l'arrière d'un vieux centre commercial en ruine. Peut-être une erreur de géolocalisation? Ça peut arriver parfois. Je suivis tout de même les instructions. Arrivé au point indiqué, je vis un homme. Hoodie noir, jeans, le visage penché vers son téléphone. Immobile, je ralentis, baissai la vitre. Chris, il hocha la tête et monta sans un mot à l'arrière. Il ne semblait pas ivre, pas de titubement, pas d'odeur d'alcool, juste silencieux, trop silencieux. Pas un bonjour, pas un regard. Je lançai la course. La destination était de l'autre côté de la ville, à une trentaine de minutes, dans un quartier résidentiel que je ne connaissais que vaguement. Dès les premières minutes, je sentis qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il avait sorti son téléphone, mais il ne l'utilisait pas. Il le tenait simplement à plat sur ses genoux, écran vers le haut, la lampe torche activée, éclairant doucement le dossier de mon siège. L'étrangeté me fit sourire nerveusement.
J'essayais de détendre l'atmosphère. Tout va bien là derrière? Un simple ouais, marmonné. Il éteignit aussitôt la lumière et retomba dans le mutisme. Le reste du trajet fut pesant. Un silence oppressant, presque tangible, pas une parole, pas un geste, si ce n'est ce regard fixe dans le rétroviseur chaque fois que j'osais y jeter un coup d'œil. Quelque chose en lui était absent, comme s'il n'était pas entièrement là. Nous approchâmes de la maison indiquée. C'était un pavillon ordinaire, du moins en plein jour, mais là, tout était plongé dans l'obscurité. Pas de lumière extérieure, pas de lueur à travers les fenêtres, juste un rectangle noir figé dans la nuit. Je me tournai légèrement. C'est ici? Pas de réponse. Hey, c'est la bonne adresse? Toujours rien. Il fixait la fenêtre, comme absorbé par quelque chose que je ne voyais pas. Je haussai la voix. Chris, c'est chez toi? Il hocha enfin la tête, lentement. Je garai la voiture, passai en mode stationnement. Bonne soirée, lançai-je, mais il ne bougea pas. Il restait là, figé, fixant la maison comme si elle allait lui parler. Je le regardais à nouveau. Tu vas bien? Finalement, il tendit la main vers la portière, l'ouvrit, mais ne sortit pas complètement. Il resta debout, la porte entr'ouverte, face à la maison immobile. Je patientais. 15 secondes, 30, 1 minute. Puis sans me regarder, il se retourna brusquement. Il faut que je retourne là-bas. Je fronçai les sourcils. Où ça? Là où tu m'as pris. Son ton était neutre, dépourvu de toute émotion. Je n'étais pas sûr d'avoir bien compris. Ce serait un autre trajet. Tu dois le demander dans l'application. Il resta muet, me fixa, puis implora, d'un ton toujours aussi plat. S'il te plaît, je dois y retourner. Je sentis un frisson me traverser la nuque. Il faut que tu le demandes dans l'appli, et c'est là qu'il prononça la phrase qui me glaqua. Je ne peux pas, ils sont encore là. Je me raidis. Qui ça il? Pas de réponse. Il resta là, la respiration lourde, la main sur la portière. Puis il se recula lentement, ferma la portière sans un bruit et se dirigea vers la maison, toujours plongé dans l'obscurité. Je le suivis des yeux jusqu'à ce qu'il atteigne le perron. Il ne frappa pas, ne tenta pas d'ouvrir. Il resta immobile comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Je redémarrai, mi-précipitamment, mi-prudemment. À peine 3 pâtés de maison plus loin, je m'arrêtai à une station essence ouverte 24 heures, le cœur battant la chamade. J'entrai, me lavai le visage, pris une bouteille d'eau glacée. Le tout n'avait duré que 4 minutes. Mais quand je revins à ma voiture, Chris était de retour. Assis, dans le même siège, même hoodie, même regard, même silence. J'avais pourtant verrouillé les portes. Je montais lentement, sans détourner les yeux du rétroviseur. « Comment t'es rentré ?» Il répondit sans ciller. « Ramène-moi ». Ma main glissa vers mon téléphone. « J'appelle la police ». Il se pencha alors, suffisamment près pour que je sente son souffle. Ils sont encore dans la maison, et là, sans vraiment comprendre pourquoi, je ne composais pas le numéro. Peut-être à cause de la peur, peut-être parce qu'une part de moi pressentait quelque chose de dérangé, mais humain. J'optais pour la prudence. Je lançai le moteur. « C'est chez tes parents cette maison ?» Plus maintenant. Les mots me figèrent. Nous reprîmes la route. À chaque kilomètre, il semblait plus agité. Il haletait, se balançait d'avant en arrière. Puis, presque en chuchotant, « Ils sont encore là, ils ne veulent pas partir, peu importe ce que je fais. » Quand nous arrivâmes, la maison était inchangée, toujours aussi sombre, inerte. Il descendit sans un mot, marcha lentement jusqu'à la porte et s'immobilisa. Encore, je partis, plus vite cette fois, et cette fois je verrouillai toutes les portes. Je me garai 3 rues plus loin, sous un lampadaire, et j'attendis. 10 minutes, tentant de comprendre ce que je venais de vivre. Devais-je appeler la police? Qu'aurais-je dit? Un homme étrange a dit des choses bizarres. Pas de crime, pas de preuves. J'ai signalé l'incident à Uber, mais j'ai regretté de ne pas avoir appelé les autorités. Peut-être que cet homme avait besoin d'aide. Peut-être qu'il était malade. Peut-être que cette maison n'avait jamais été la sienne. Mais s'il n'y avait jamais rien eu dans cette maison, alors qu'est-ce qu'il voyait encore là-dedans? Le livreur à la fenêtre. J'avais 18 ans à l'époque. Je vivais seul dans un petit appartement en bordure de ville, avec pour seule compagnie mon chien, un minuscule morquis de 5 livres, pas plus gros qu'un lapin. Le genre de chien adorable mais pas vraiment intimidant. Mon appartement se situait à près de 13 km du centre, dans un quartier calme, presque trop.
La nuit, le silence y était si profond qu'on pouvait entendre les branches grincer sous le vent. C'était vendredi. Je faisais le ménage en prévision de la venue de mon copain, que je ne voyais que les week-ends, une relation à distance qui rendait nos retrouvailles précieuses. Après 2 bonnes heures à briquer mon espace, il était passé 18 heures et mon estomac commençait sérieusement à protester. Je n'avais aucune envie de salir à nouveau la cuisine que je venais de laver, alors j'ai commandé quelque chose sur Uber Eats. Rien de fou, juste un repas rapide pour éviter les efforts. Je reçus la confirmation de commande. Le livreur était en route. Il conduisait une Honda Fit Sport blanche. Tout semblait normal. Par prudence, comme toujours, j'avais coché l'option livraison sans contact. Pas de dialogue, pas d'échange, il dépose, je récupère. La routine, je me suis installé dans le salon pour regarder un film en attendant, le téléphone à portée de main. Quelques minutes plus tard, la notification tomba. Votre commande a été livrée. Parfait, j'ai bondi affamé et ouvert la porte. Mais rien, pas de sac, pas de traces de nourriture sur le paillasson. Intrigué, je suis descendu voir les autres portes de l'étage, peut-être une erreur de numéro? Rien non plus. J'étais sur le point d'ouvrir l'appli pour envoyer un message au livreur quand on frappa doucement à ma porte. J'ouvris, c'était mon voisin, celui de l'appartement d'à côté, il tenait mon sac à la main. « Salut, désolé, j'ai pris ton sac au livreur, il était en train de regarder par ta fenêtre, c'était bizarre. » Je restais un moment figé, il regardait par ma fenêtre, il hocha la tête, visiblement inquiet, je le remerciai, pris le sac, refermai la porte et restai là un moment dans le silence. Un frisson me parcourut l'échine, puis je me dis que peut-être j'exagérais. J'avais faim, j'étais fatigué. J'ai mangé devant un film, me suis douché, vérifié que mes portes étaient bien verrouillées, chaîne de sécurité incluse, puis je suis allé me coucher, téléphone sur la table de nuit, chien couché à mes pieds, mais vers minuit je fus réveillé par un grognement, pas un aboiement, un grognement bas, tendu, presque fébrile. Mon petit chien, si d'ordinaire joyeux et discret, se tenait debout, dos courbé, face à la fenêtre de ma chambre, poil hérissé. Je regardais, rien. Du calme, bébé, c'est rien, mais il ne voulait pas s'apaiser. Je réussis enfin à le calmer et me recouchai, l'esprit troublé. Moins de 15 minutes plus tard, un bruit sourd me tira de mon sommeil. Quelqu'un frappait à ma fenêtre, pas doucement, pas par erreur. Des coups francs, inquiétants, et cette fois mon chien explosa d'aboiements, de cris, de hurlements. Il courait en rond dans la pièce, paniqué, je ne pouvais pas bouger, j'étais tétanisé dans mon lit, le cœur au bord des lèvres, mes draps jusqu'au nez, je ne laissais dépasser que mes yeux, fixés sur la fenêtre. J'appelais les secours en chuchotant, le souffle court, il y a quelqu'un dans mon jardin, ma fenêtre ne ferme pas correctement, s'il entre, l'opératrice me demanda de changer de pièce si possible, je bondis vers la cuisine, attrapai le plus grand couteau de mon tiroir, je tremblais, j'attendais les sirènes, lueur bleue, gyrophare, n'importe quoi, et puis je regardais par la fenêtre de ma cuisine qui donnait sur la rue. Là, stationnée juste en face, il y avait une Honda Fit Sport blanche, la même, le livreur, le moteur était éteint, les phares aussi, la voiture semblait vide, mais j'étais certaine, il était là. L'espace devant mon immeuble donne sur un terrain vague, parfois utilisé pour les chiens ou les remorques. Il était garé là, discret, patient, mais pas visible, pas de silhouette dans la voiture, et alors, je compris, il était dans mon jardin, la police arriva peu après, 3 voitures, je sortis tremblante et m'expliquai à l'agente avec qui j'avais parlé au téléphone. 2 collègues partirent d'inspecter le véhicule, pendant qu'un autre contourna l'immeuble pour aller dans mon jardin. Ils revinrent quelques minutes plus tard, le livreur n'était pas dans sa voiture, mais ils avaient trouvé des empreintes, fraîches, dans la terre détrempée par la pluie de la veille, juste sous ma fenêtre de chambre. L'agent me demanda si j'avais un endroit sûr où passer la nuit. Mon voisin sortit à ce moment-là, alerté par les gyros. Il leur expliqua qu'il avait intercepté ma commande plus tôt, qu'il avait trouvé le comportement du livreur étrange. Il m'offrit de passer la nuit chez lui, mais je déclinai. J'étais trop bouleversé, je voulais juste que tout cela s'arrête. Après leur départ, je me recouchai, les yeux grands ouverts, la lumière allumée, le chien contre moi, mais à 2 heures du matin, on frappa à ma porte d'entrée, pas doucement, fort, et une voix dit «
Police, je me figeais, mon cœur battait dans mes tempes. Et si, mais c'était bien la même agente que plus tôt, elle me dit calmement, on est resté dans les parages au cas où, et il est revenu. Il s'approchait de votre porte quand on l'a intercepté, il est en garde à vue, vous êtes en sécurité. Je la remerciais en larmes, mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi, et depuis je n'utilise plus Uber Eats quand je suis seul à la maison. Le faux chauffeur de Washington. J'avais 26 ans. C'était le printemps et je venais de débarquer à Washington DC, un billet en poche et le cœur battant d'enthousiasme. J'étais venu assister à la cérémonie de fin d'entraînement militaire de ma fiancée Sarah. Ce moment comptait énormément pour elle. Alors je n'ai pas hésité une seconde à réserver un vol, bien que sa famille ne la rejoigne que la semaine suivante. Ce délai nous laissait quelques jours pour profiter d'une rare bulle de tranquillité, juste elle et moi. Nous avons passé ce temps à explorer la ville. Mon premier vrai séjour à DC, et elle, en guide passionné, m'emmenait de monument en monument, le mémorial Lincoln, le Capitole, même une vue rapide de la Maison Blanche. C'était grisant. L'air chargé d'histoire semblait nous envelopper. Après plus de 4 heures à marcher, éblouis et fatigués, nous décidâmes de rentrer à l'hôtel. Sarah ouvrit l'application Uber et commanda une course. Nous avions déjà utilisé le service à l'aller sans encombre, alors nous répétâmes la manœuvre sans méfiance. Je m'étais assis à l'ombre, reposant mes jambes endolories. 10 minutes plus tard, une mini-fourgonnette grise se gara juste devant nous, le long du trottoir. Pas une place officielle, ni un arrêt marqué. Sarah me fit signe, c'est lui. Elle ouvrit la porte arrière et demanda au conducteur « Uber pour Sarah ». L'homme m'acquiesça d'un simple hochement de tête, sans dire un mot. On monta. Elle la première, moi juste derrière. Et c'est là, avec le recul, que je me dis que nous avions fait la pire erreur de notre vie. Nous n'avons pas vérifié le nom du conducteur, ni la plaque, ni le modèle exact du véhicule affiché dans l'application. C'était elle qui avait tout géré sur son téléphone. Je n'avais pas accès aux détails. Mais au moment même, la fatigue parlait plus fort que la prudence. Dès que nous fûmes assis, l'homme démarra sans un mot. Pas de bonjour, pas de confirmation, pas même un regard. Je trouvais ça étrange, mais mes muscles hurlaient de soulagement d'être assis. Je posai ma tête contre l'appui-tête et fermai brièvement les yeux. Puis Sarah me tapota le bras, je rouvris les yeux. Elle ne dit rien. Son visage était blême, tendu. Elle me montra son téléphone, et là mon cœur se glaça. L'écran affichait le trajet prévu par l'application, mais nous allions dans la direction opposée. Et pire encore, une notification venait de s'afficher « Votre chauffeur Uber est arrivé. Où êtes-vous » Je compris instantanément, nous étions dans la mauvaise voiture. Je sentis ma gorge se nouer, mon estomac se contracter. Sarah aussi venait de réaliser. Ses mains tremblaient. Le conducteur, lui, continuait de rouler sans broncher. Je n'osais pas crier. Je ne savais pas ce qu'il avait prévu, ni s'il était armé. Mais une chose était sûre, il n'était pas notre chauffeur. Je me penchai calmement vers lui, tentant de garder une voix neutre. « Écoutez, finalement on a changé d'avis. Vous pouvez nous laisser ici, s'il vous plaît ?» Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Un regard vide, froid, sans émotion. Pas de réponse. Il continua à rouler, comme si je n'avais rien dit. Mon cerveau tournait à 1000 à l'heure. Je sentais Sarah au bord de la panique. Elle tentait de ne pas craquer, mais ses yeux trahissaient sa peur. Il fallait agir. Je glissai discrètement ma main dans la poche intérieure de ma veste et saisis mon couteau pliant. Un réflexe appris à force de trajets nocturnes dans des villes inconnues. Je déployais lentement la lame, et cette fois je parlais fort, clair, sans trembler. « Écoute-moi bien, tu n'es pas notre Uber. Je ne sais pas ce que tu comptes faire, mais si tu ne t'arrêtes pas immédiatement, je jure que j'utilise ce couteau. » Il regarda à nouveau dans le rétro. Cette fois, il vit la lame dans ma main, et là, il se gara, brutalement. Les verrous sautèrent. Je n'attendis pas, Sarah non plus. On sortit en courant, nos cœurs tambourinant comme des tambours de guerre. La camionnette redémarra et disparut à toute allure au coin de la rue. On resta là quelques secondes sous le choc. Sarah suffoquait. Une crise de panique montait. Je la pris dans mes bras, tentant de la calmer, moi-même encore sous le choc de ce qu'on venait d'éviter. Elle reprit son téléphone et répondit à notre vrai chauffeur Uber, expliquant la situation. 5 minutes plus tard, il arriva enfin. Cette fois, on vérifia tout.
plaque, visage, voiture, nom, application. Une fois dans le véhicule, on lui raconta toute l'histoire. Et c'est là qu'il nous révéla ce qui allait hanter mes nuits pendant longtemps. Vous savez, vous n'êtes pas les premiers. Ces derniers temps, il y a eu plusieurs cas comme le vôtre. Des gens qui se font passer pour des chauffeurs Uber. Des touristes souvent qui ne vérifient pas les détails. Et certains ne réapparaissent jamais. Je sentis mon sang se figer. Il ajouta « Vous avez eu de la chance. Le fait que vous soyez armé et que vous ayez réagi à temps, c'est sûrement ce qui vous a sauvé. On atteignit l'hôtel sans autre incident. Mais le sommeil ne vint pas. Nous avons signalé l'événement à la police en donnant la description du véhicule, du conducteur, l'heure et l'endroit. Mais personne ne nous a jamais rappelé. Et depuis ce jour, chaque fois que je commande un Uber, je vérifie tout, absolument tout. Parce que cette nuit-là, si nous avions été moins attentifs, nous n'aurions peut-être jamais raconté cette histoire. Trajet pour personne. Je travaille comme photographe freelance. Et ce soir-là, je revenais d'un contrat dans une ville voisine à près de 2 heures de route de chez moi. Il était près de 1 heure du matin, je roulais depuis des heures et je sentais que ma vigilance commençait à décliner. J'étais à mi-parcours quand une alerte de fatigue s'alluma sur mon tableau de bord, une de ces nouvelles voitures intelligentes qui vous suggèrent de faire une pause avant de vous endormir au volant. J'obéis. Je sortis de l'autoroute et me garai dans un petit village perdu. Il n'y avait aucun hôtel, aucun commerce ouvert. Juste un vieux diner fermé depuis des années, un cimetière non loin de la route et un abribus couvert sous un lampadaire jaunâtre. Je pensais dormir 1 heure dans la voiture, mais au moment où je coulais les paupières, mon téléphone vibra. Un message. L'application de covoiturage que j'avais installée des mois plus tôt juste pour voir. Je n'y avais jamais accepté de course, mais mon statut de conducteur disponible était encore actif. La notification disait « Trajet demandé, point de départ Vitir-Iquavan, destination, non précisé ». Je fronçais les sourcils. Le point de départ se trouvait, juste à côté, à l'abribus. Curieux ou peut-être influencé par la fatigue, j'acceptais. Je me dis que ça me tiendrait éveillé. J'avançais doucement la voiture, l'abribus était bien là. Et à ma grande surprise, quelqu'un m'attendait. Une silhouette. Un homme grand immobile habillé tout en noir avec un long manteau. Il portait un sac à dos, pas de lumière, pas de téléphone apparent. Son visage était caché dans l'ombre, mais je vis briller 2 yeux clairs qui me fixaient. Je baissai ma vitre. « C'est vous pour la course ?» Il hocha la tête, lentement comme s'il pesait chaque mouvement. Sans un mot, il ouvrit la portière arrière et s'installa. « Pas de destination, lançai-je. Je vous dirai où tourner. » Sa voix était rauque, grave, un peu éteinte, comme s'il ne parlait pas souvent. Je faillis lui demander d'entrer l'adresse dans l'appli, mais quelque chose dans sa posture ou dans son ton me dissuada. Je démarrai. On roula. Longtemps, il ne disait rien, juste de temps en temps, à gauche tout droit. Prends le petit chemin. Chaque instruction nous éloignait davantage de la route principale. Il n'y avait plus de lumière, plus de maisons, juste une forêt, dense, tordue, aux branches qui semblaient s'enrouler sur elles-mêmes. Le GPS n'indiquait plus rien. Ma couverture réseau avait disparu. Le silence dans la voiture était irrespirable. Je tentais de parler, de faire la conversation. Je lui demandais d'où il venait, ce qu'il faisait à 1 heure pareille. Il répondit juste « Je suis déjà venu ici ». « Où ça ?» demandai-je. « Dans cette forêt ». Je serrai un peu plus le volant. Après une vingtaine de minutes, il me demanda de m'arrêter près d'un portail en fer rouillé, à moitié enfoui dans la végétation. Aucune maison visible, juste un sentier de terre qui s'enfonçait dans le noir. Il descendit sans un mot. Je demandai par réflexe « C'est ici ? Vous êtes sûr ?» Il se pencha à travers la fenêtre ouverte, son visage très proche du mien. Je vis enfin ses traits. Il avait des cicatrices anciennes sur les joues et des yeux pâles, presque argentés. Il murmura « Si je ne reviens pas, ne cherche pas à savoir ». Puis il disparut dans les bois. Je restais là, le moteur au ralenti, la respiration coupée. 5 minutes, 10, je commençais à vouloir faire demi-tour. Mais au moment où je mis la voiture en marche arrière, la porte arrière se rouvrit. Il était revenu, mais ce n'était pas lui. Une femme s'assit à sa place, vêtue d'une robe blanche sale, le regard vide. Elle ne me regarda pas, elle regardait ses genoux.
Je balbutiai, « Excusez-moi, je crois que vous… » Elle souffla sans me regarder, « C'est à moi maintenant. » Je regardai autour, rien, pas un son. Je remis la voiture en marche avant. « Où allons-nous » demandai-je, d'une voix que je ne reconnaissais plus. Elle répondit, « Tu n'as pas à savoir. Je n'ai jamais raconté cette histoire. J'ai supprimé l'application le lendemain, et pendant longtemps j'ai pensé que j'avais rêvé ou déliré sous la fatigue. Mais parfois la nuit, quand je traverse des routes isolées, je reçois une vibration sur mon téléphone, et quand je regarde, une nouvelle demande de course, toujours sans destination, toujours proche d'un bois, et je me demande, si je refusais, est-ce que quelqu'un d'autre prendrait ma place ? La route ne devait pas changer. J'étais en dernière année de fac, une journée ordinaire en apparence. J'avais terminé mes cours plus tôt que prévu ce jeudi-là, et j'avais décidé de rentrer directement chez moi. Trop fatigué pour affronter le métro bondé, j'ai commandé un Uber. Le soleil était encore haut, l'air tiède, le trottoir rempli d'étudiants. Rien d'alarmant. Vraiment, le trajet était court, une quinzaine de minutes vers mon petit studio dans un quartier résidentiel proche de l'université. L'application m'indiquait l'arrivée d'un Toyota Corolla noir, conduite par un certain Marc, avec 4,9 étoiles. Tout semblait normal. La voiture se gara devant la sortie de la fac à la minute prévue. Un homme au trait doux, environ 45 ans, cheveux poivre et sel, me fit un léger signe de la main. Je montai à l'arrière, saluai poliment « Bonjour Marc ?» Il répondit avec un sourire « Oui, installez-vous. » Le début du trajet se déroula comme n'importe quel autre. Il me demanda si je faisais des études, ce que j'étudiais, si j'aimais la ville. Rien d'inhabituel. Et pourtant, au bout de quelques minutes, je remarquai un léger détour. Pas énorme, juste une rue de travers. Je crois que ce n'est pas par là, normalement. Il haussa les épaules. Oh, parfois l'application optimise le trajet selon la circulation. Je vérifiais mon GPS personnel, mais ma connexion semblait capricieuse. La carte tournait sans se charger. La 4G sautait. Je souris nerveusement, mais restais vigilante. Nous prîmes encore une rue secondaire, puis une autre. À ce stade, nous étions dans un quartier industriel, à moitié désert, avec des hangars désaffectés et des bâtiments en béton lépreux. Je posais la question plus fermement. « Je suis désolé, mais ce n'est pas le bon chemin. Vous pouvez revenir vers le centre, s'il vous plaît ?» Marc garda les yeux sur la route. Sa voix se fit plus calme. Trop calme. « On va bientôt arriver. » Un frisson me traversa la colonne vertébrale. Je me penchai un peu vers la portière, mon doigt sur le loquet, mon sac serré contre moi. « Où est-ce qu'on va ?» Il répondit sans me regarder, « Là où tu dois aller. » Ma respiration s'accéléra. Je sortis mon téléphone, tentai de lancer un appel, mais l'écran était figé. Rien, aucun signal. Je lançai, « Si vous ne me ramenez pas immédiatement, je contacte la police. » Il tourna enfin légèrement la tête. Son sourire avait disparu. « Tu crois vraiment que c'est toi qui décides ?» Je vis ma sortie. Un feu rouge, il ralentit. Sans réfléchir, j'ouvris la portière et bondis hors du véhicule, sac en main. Je tombai sur le trottoir, roulai sur moi-même, me relevai. Le feu passa au vert. La voiture ne démarra pas. Elle resta là, quelques secondes. Puis, lentement, elle tourna dans une rue latérale et disparut. Je restai là, le cœur battant à en exploser. Un passant s'approcha. « Ça va? Vous êtes tombé ?» Je hochai la tête, encore incapable de parler. Mon téléphone capta enfin un signal. J'appelai la police. J'indiquai le numéro de la plaque. Ils enregistrèrent ma plainte. Mais quand je retournai dans l'application pour signaler le conducteur, le trajet avait disparu. Plus de nom, plus de voiture, plus de traces. C'était comme si je n'avais jamais été pris en charge. Je contactai le service client. Ils me dirent qu'aucun trajet n'avait été lancé à mon compte ce jour-là. J'avais pourtant vu son visage. J'avais entendu sa voix. Marc, depuis chaque fois que je monte dans un Uber, je vérifie 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et pourtant, il m'arrive encore parfois de croiser une Corolla noire, conduite par un homme au regard étrangement familier. Je détourne alors les yeux, et je prie pour que ce ne soit pas lui. Le passager silencieux. Je conduis pour Uber depuis bientôt 5 ans.
c'est devenu mon quotidien depuis la mort de ma femme. Ça m'occupe, ça me tient loin de la solitude, des murs trop silencieux, du lit trop froid. Je ne cherche pas la conversation avec les passagers, je conduis, j'attends, je conduis encore. Les courses nocturnes sont mes préférées. Cette nuit-là, il était 2h43, un mardi, quand j'ai reçu une nouvelle demande. Nom, cliente inconnue, adresse de prise en charge, forêt sud, zone boisée, parking isolé. J'ai d'abord hésité. Cette zone-là, peu fréquentée, mal éclairée, mais c'était la dernière course avant de rentrer. Alors j'ai accepté. J'ai roulé 20 bonnes minutes jusqu'au point. L'endroit était exactement ce que je redoutais. Un petit parking vide, entouré d'arbres, sans un lampadaire. L'écran de l'application me disait « Arrivé », mais je ne voyais personne. J'attendis. 1 minute, 2, je baissai un peu la vitre. L'air était glacial, puis j'entendis un grincement sourd, comme une portière qu'on ouvre. Je me retournai lentement. Quelqu'un était assis sur la banquette arrière. Je sursautai. Je n'avais rien entendu. Pas de pas, pas de portière. Mais là, il était là. Un homme, 35 ans peut-être, habillé en noir, aucun sac, aucun téléphone en main, les mains posées sur les genoux, parfaitement immobile. Je dis d'une voix mal assurée « Bonsoir, vous êtes le client ?» Il hocha la tête, sans parler. Je validai le trajet. La destination était à plus d'1 heure de route. À l'autre bout du département, dans un hameau que je ne connaissais même pas, je commençais à conduire. Les 10 premières minutes furent silencieuses. Je lançai une phrase de convenance « Il fait froid ce soir, hein ?» Pas de réponse. Je regardais dans le rétroviseur. Il fixait la vitre, mais son visage ne reflétait rien. Pas d'émotion, pas de réaction. Puis soudain il parla. Sa voix était douce, claire, mais inhumaine, comme mécanique. Il faut parfois revenir là où tout a commencé. Je fronçai les sourcils. « Pardon ?» Il ne répéta pas. Il resta là, le regard perdu dans la nuit. Plus tard, alors que nous traversions un village désert, il demanda « Vous croyez aux fantômes ?» Je tentais de répondre avec humour « Pas vraiment, mais parfois les rues vides me font douter. » Il dit « On en devient un sans s'en rendre compte. » Je ris nerveusement. Mais au fond, je n'avais plus envie de rire du tout. Le GPS me dirigeait vers un endroit appelé Bois des Marches, un hameau isolé. Nous y arrivâmes peu avant 4 heures du matin. Un seul lampadaire fonctionnait. Une maison délabrée, sans lumière, trônait au bout de la route. « C'est ici. » Il descendit. Je restais là, moteur tournant. Quelque chose me poussait à attendre. À surveiller, il avança lentement vers la maison, puis soudain, il disparut derrière un mur de haies. Je soupirai, prêt à faire demi-tour, mais alors la porte arrière claqua. Je me retournai brusquement. Il était de retour, assis au même endroit, mais cette fois, trempé, comme s'il avait traversé une rivière. Je dois repartir. Je n'osais rien dire. Je démarrai. Pendant le retour, il resta silencieux, sauf à un moment où, sans me regarder, il murmura « Ils n'ont jamais retrouvé mon corps ». Je faillis freiner net. Quoi? Mais il ne dit plus rien. Arrivé au point de départ, il n'était plus là. Le siège arrière était vide, sec, parfaitement propre. Et l'application Uber affichait « Trajet annulé ». Je suis resté 2 heures garé sur ce parking, sans comprendre. Puis je suis rentré, mais depuis certaines nuits je reçois la même demande, toujours depuis le Bois des Marches, toujours à 2h43, nom inconnu, et chaque fois, je la refuse. Mais je sais qu'un jour, quelqu'un acceptera à ma place, et lui aussi deviendra un passager silencieux. Toujours le même visage, j'habite seul dans un immeuble résidentiel de 8 étages en périphérie d'une grande ville, une vie calme. Trop calme, diront certains. Un appartement propre, bien rangé, un travail de bureau à distance, des voisins que je salue sans connaître, la normalité en somme. Tous les lundis, mercredis et vendredis, je commande à manger sur Uber Eats. C'est devenu une habitude, presque un réflexe, et un soir, cette habitude s'est brisée. C'était un mercredi soir, vers 20h30, j'étais dans le canapé, fatigué, les yeux perdus dans une série Netflix sans âme. J'avais commandé un plat thaïlandais comme souvent et j'attendais la livraison. Quand j'ouvris l'application pour vérifier le suivi, un détail me fit tiquer, le nom du livreur, Martin. J'étais persuadé d'avoir déjà vu ce nom-là récemment, je remontais dans l'historique.
Martin m'avait déjà livré lundi et vendredi dernier et le mercredi précédent. Toujours le même prénom, toujours la même photo de profil, un visage flou, mal cadré, un homme à la barbe légère, yeux cachés derrière des lunettes de soleil. Je trouvais ça étrange, mais pas alarmant. Peut-être un livreur de quartier, très actif, mais le vrai malaise, je le ressentis quand je le vis en vrai. Il était là, debout devant ma porte, sac isotherme à la main, sourire figé, exactement la même posture que les fois précédentes. Et pourtant, à chaque fois, il se comportait comme si c'était la première. Aucune reconnaissance, aucun à bientôt, juste un hochement de tête, une main tendue, une disparition rapide. Ce soir-là, je pris le sac, dis merci, et je restai quelques secondes à la porte, à le regarder s'éloigner dans le couloir. Et je ressentis une sensation étrange, comme si il n'allait pas vers l'ascenseur, mais vers le fond du couloir. Là où il n'y a rien, juste un mur, je refermai, me convainquis que j'étais trop fatigué. Mais le lendemain matin, en allant sortir les poubelles, je croisai ma voisine du dessous, une dame discrète, la soixantaine. Elle me regarda avec curiosité. « Il vous a encore livré hier soir ?» Je fronçai les sourcils. « Qui donc ?»« Le même gars que la semaine dernière. Toujours à la même heure, toujours le même sac. » Je ressentis un léger vertige, je rentrai vite chez moi. Je décidai alors de ne pas commander vendredi, juste pour voir, mais à 20h33, on frappa à ma porte. Je n'avais commandé aucune livraison, je n'attendais personne. Quand je regardais par le Judas, c'était lui, Martin. Même veste, même sac, même expression. Je n'ouvris pas, il resta là presque 2 minutes, immobile, puis fit demi-tour. Le lendemain, je contactai Uber Eats. Je demandais s'il était normal qu'un livreur livre une même adresse plusieurs fois d'affilée, même sans commande. La réponse fut simple, aucune course n'a été enregistrée à votre nom depuis mercredi soir. Je raccrochais, les mains glacées. Depuis, je n'ouvre plus jamais sans regarder, mais chaque mercredi à 20h30, il est là. Et parfois, même quand je ne commande rien. Chaque histoire a une fin, mais certaines continuent de rôder dans nos têtes, et peut-être dans votre prochaine course. Si cette vidéo vous a glacé le sang autant qu'elle nous a glacé l'esprit à la créer, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires immersives, réelles et troublantes. Activez la cloche pour ne jamais rater la prochaine et laissez un like si vous osez encore prendre un Uber après ça. Vous êtes prêt à reprendre la route? Rendez-vous la nuit prochaine.